Et si le centre de gravité de Wall Street vacillait à cause du coton africain? Cela pourrait sembler invraisemblable, et pourtant, c'est bien ce qui vient de se produire. Alors que les projecteurs restaient embraqués sur les tensions commerciales entre l'Asie et l'Europe, un séisme silencieux a secoué la finance mondiale, émergeant d'un recoin du Sahel longtemps ignoré par les élites de Washington, le Burkina Faso. Dans l'ombre, ce pays enclavé a déclenché une onde de choc sans précédent. La raison? Une décision tarifaire d'une audace inédite, la loi Cotton for Tariff, première initiative du genre en Afrique de l'Ouest. En promulguant cette mesure, Ouagadougou a bouleversé les règles du jeu, réveillant des souvenirs d'autres révolutions économiques qui semblèrent improbables, comme lorsque l'OPEP, en 1973, décida soudainement de contrôler le robinet du pétrole et fit chanceler le monde. En l'espace de quelques heures, les géants occidentaux du textile, Zara, H&M, Gap, Levi's, ont vu leur certitude s'effondrer. Leur dépendance au coton africain, gage de stabilité et de coûts faibles, s'est transformée en talon d'Achille. Des milliards de dollars de contrats sont soudain menacés, rappelant la panique des traders lors du lundi noir de 1987, où une simple faille dans le système fit s'écrouler les marchés. Mais le plus saisissant, c'est l'inversion brutale des rapports de force. Là où New York, Londres ou Bruxelles tiraient d'un rang toujours les ficelles, c'est désormais Ouagadougou qui impose le tempo. Les salles de marché chancellent. Personne n'avait anticipé qu'un simple texte venu du Sahel puisse provoquer un effet domino sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale. C'est comme si, du jour au lendemain, le Venezuela avait retiré son pétrole du marché mondial dans les années 2000, laissant les raffineries occidentales à sec. Ignorer ce bouleversement, c'est risquer de passer à côté de la prochaine grande mutation économique. Car il ne s'agit plus seulement de coton ou de droits de douane. L'Afrique envoie un message clair. Elle ne veut plus se contenter du rôle de fournisseur anonyme. Elle exige reconnaissance, souveraineté et respect pour la valeur de son travail. Ce mouvement fait écho à ce que l'Inde a entrepris dans les années 2010 avec ses services informatiques, passant d'un rôle d'exécutant à celui de décideur. Alors comment ce choc du coton s'est-il dessiné? Revenons aux origines d'une montée en puissance aussi discrète que spectaculaire. Pour comprendre l'ampleur de cette rupture, il faut plonger dans l'histoire récente du Burkina Faso et du Sahel. Quels signaux annonçaient déjà cette bascule? Pourquoi le coton burkinabé, cette fibre pure venue d'Afrique de l'Ouest, menace-t-il aujourd'hui l'équilibre de toute l'industrie textile mondiale? Ici, le coton n'est pas un simple produit agricole. Il est le socle d'une nation tout entière. Pour des millions de Burkinabés, cette fleur blanche incarne l'espoir, la dignité et la promesse d'un avenir meilleur. Depuis des décennies, le coton façonne l'économie, la culture et l'identité du pays. Mais le Burkina Faso n'a jamais voulu rester captif de son rôle d'exportateur de matières brutes. On peut comparer ce cheminement à celui du Chili, qui a longtemps exporté du cuivre brut avant d'investir dans la transformation locale pour capter davantage de valeur ajoutée. Au fil des ans, le pays a investi massivement dans la transformation locale. De nouvelles usines d'égrenage se sont dressées, des ateliers de filature ont fleuri et des milliers de jeunes ont reçu une formation technique poussée. On pense ici à l'exemple du Bangladesh qui, de simple exportateur de matières premières textiles dans les années 80, est devenu la deuxième puissance textile mondiale grâce à l'industrialisation et à la formation. Ce virage industriel a bouleversé la donne. Désormais, le Burkina Faso ne vend plus seulement du coton à l'état brut, mais propose une fibre transformée, prête à être intégrée directement dans la chaîne textile internationale. Ce saut qualitatif rappelle ce qu'a connu la Malaisie lorsqu'elle a cessé d'exporter simplement du caoutchouc pour fabriquer ses propres pneus et produits sont finis. Cette montée en puissance n'a rien d'anodin. Les mastodontes occidentaux, de Zara à Levi's en passant par H&M, reposent sur ce coton africain, à la fois abordable et fiable. Sans lui, l'équilibre des prix et la stabilité des stocks seraient non mis en péril. Pour illustrer, citons l'année 2008, lorsque la hausse soudaine du prix du riz en Asie a provoqué une flambée des prix et des pénuries jusqu'en Occident, montrant la vulnérabilité d'une chaîne mondialisée. Forts de cette dépendance, les producteurs burkinabés réclament aujourd'hui une juste rémunération et le respect de leur savoir-faire. Le pays refuse de n'être qu'un pion dans la machine mondiale. Il exige une place de partenaire à part entière. C'est un écho direct à la revendication historique des pays africains lors de la conférence de Bandung en 1955, où ils ont exigé égalité et respect sur la scène internationale.
Mais cet équilibre reste fragile. Ignorer les ambitions africaines, c'est risquer des ruptures d'approvisionnement et des hausses de prix qui pourraient ébranler toute l'industrie. L'Afrique, désormais, veut faire entendre sa voix et imposer la reconnaissance de sa valeur. C'est un scénario similaire à celui des années 70, lorsque le Mexique a imposé des quotas sur l'argent, bouleversant les marchés internationaux. Pourtant, alors que le Burkina Faso croyait tenir enfin sa revanche, un choc inattendu est survenu. L'Occident a sorti son arme la plus redoutable, la hausse brutale des tarifs douaniers. Comment un simple changement de politique commerciale peut-il tout faire basculer ? Le choc des tarifs va mettre à l'épreuve la résilience et l'audace du Burkina Faso. Quand le Sahel se dresse face aux géants occidentaux, c'est tout un équilibre mondial qui menace de s'effondrer. C'est un peu comme lorsque la Thaïlande a imposé une taxe soudaine sur l'exportation de riz en 2008, déclenchant une panique sur les marchés alimentaires mondiaux. Tout a débuté lorsque l'Union européenne et les États-Unis ont imposé de nouveaux droits de douane, allant de 30 à 45% sur le coton raffiné burkinabé. Officiellement, il s'agissait de défendre leurs industries. Mais sur le terrain, cette mesure a été perçue comme une tentative brutale de stopper l'essor de la filière cotonnière africaine, plus innovante et exigeant enfin la reconnaissance qui lui est due. Ce genre de stratégie s'est vu dans l'histoire. Lorsque les États-Unis ont imposé des droits de douane sur l'acier chinois, la Chine a répliqué en taxant le soja américain, créant une véritable guerre commerciale. La réaction ne s'est pas fait attendre. En moins de 2 jours, le gouvernement du Burkina Faso a déclenché le Cotton for Tariff Act, menaçant l'équivalent de 5 milliards de dollars de contrats d'exportation. Cette décision a résonné comme un coup de tonnerre dans les bureaux des géants occidentaux de la mode, Zara, H&M, Gap, Levi's. Du jour au lendemain, l'accès à une ressource essentielle et abordable devenait incertain, ébranlant toute la chaîne d'approvisionnement mondiale. Pour mieux saisir l'ampleur de la crise, rappelons-nous le choc du canal de Suez en 2021, où le blocage d'un seul bateau a bloqué des milliards de dollars de marchandises et fait grimper les prix. À Paris, Londres ou New York, les équipes d'achat ont été prises au dépourvu. Aucun scénario alternatif n'avait été anticipé, tant la dépendance au coton africain semblait évidente et sans risque. Soudain, la menace de rupture de stock et d'explosion des coûts a semé la panique dans tout le secteur du vêtement. Cette situation rappelle la crise des microprocesseurs en 2020, où un minuscule composant a paralysé l'industrie automobile mondiale. Mais à des milliers de kilomètres des salles de conseil, l'ambiance était tout autre. Au Burkina Faso, la riposte a été accueillie dans les villages et les villes comme un geste de fierté retrouvée. Pour les cultivateurs, c'était la première fois que la valeur de leur travail était défendue à l'échelle internationale. Sur les réseaux sociaux, les mots « justice économique » et « reprise de pouvoir » circulèrent avec force. Dans les rues de Ouagadougou, des scènes de liesse rappelaient celles de l'indépendance, preuve que l'enjeu dépassait de loin la simple économie. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. En quelques jours à peine, les prix du coton sur les marchés mondiaux se sont envolés. Les ports d'Europe et d'Amérique du Nord ont vu leurs flux ralentir, des cargaisons immobilisées, des commandes en suspens. Chez les acheteurs occidentaux, l'angoisse grimpe. Jusqu'où ira la crise et qui en sortira vraiment vainqueur ? Dans le passé, des situations similaires ont eu lieu. Lors de l'embargo pétrolier arabe, les files d'attente devant les stations essence en Occident étaient interminables. Preuve que la dépendance à une ressource clé peut tout bouleverser. À court terme, les pertes s'annoncent lourdes, aussi bien pour les entreprises que pour les États. Une gestion maladroite pourrait provoquer des pertes de plusieurs milliards, désorganiser durablement la filière textile, voire entraîner des licenciements massifs dans les pays consommateurs. L'histoire du textile bangladais l'illustre. Une crise de sécurité en 2013 a entraîné la fermeture temporaire de centaines d'usines, mettant au chômage des dizaines de milliers d'ouvriers. Au Burkina Faso, l'heure est à la mobilisation. Les leaders économiques, les médias, la population entière suivent la situation de près. Le débat ne se limite plus au coton, c'est toute la question de la souveraineté africaine sur les marchés mondiaux qui est désormais posée. Des débats similaires ont surgi en Amérique latine dans les années 70, lorsque les pays producteurs de café ont tenté de s'unir pour imposer leurs prix. Mais pour tenir dans la durée, le Burkina Faso doit faire face à d'immenses défis internes. Est-il prêt à supporter les répercussions économiques et politiques de cette confrontation ? Et si l'Afrique décidait enfin de dicter ses propres règles du jeu ? C'est ce qui commence à se produire.
Après le geste audacieux du Burkina Faso, un vent de fierté et d'émancipation souffle sur toute l'Afrique de l'Ouest. Pour la première fois, des milliers de jeunes, d'agriculteurs et de créateurs d'entreprises se sentent maîtres de leur destin, libérés des diktats venus d'ailleurs. On observe des initiatives citoyennes, comme la création de plateformes d'e-commerce africaines pour vendre des vêtements Made in Africa sur le continent et à l'international. Dans les rues de Bamako, Niamey, Ouagadougou, la rumeur grandit. Les radios bourdonnent, les réseaux sociaux s'enflamment. On ne parle plus seulement de coton, mais de revanche. Et partout, la même question s'impose. Pourquoi ne pas aller plus loin? Faut-il bâtir une alliance régionale avec le Mali, le Niger, coordonner la production, fixer nos propres prix, choisir nos partenaires sans subir? Le rêve d'un cartel du coton ouest-africain, à l'image de l'OPEP pour le pétrole, s'installe dans les esprits. Déjà, en 2019, des réunions d'experts ont eu lieu à Abidjan pour explorer la création d'un marché commun du coton. Ce sursaut d'orgueil bouleverse les mentalités. Au marché, à l'usine, beaucoup découvrent que, pour la première fois, l'Afrique ne subit plus. Elle agit. Ce sentiment de pouvoir peser sur les négociations mondiales ranime la confiance d'une génération. On comprend que la place de atelier bon marché ou de champ de coton assigné par le Nord n'est plus acceptable. Ce changement profond rappelle celui du Japon au début du XXe siècle, quand il a refusé de rester simple fournisseur de matières premières pour la Russie et les États-Unis. En Occident, le choc est immédiat. Les réactions oscillent entre panique et déni. À Paris, Bruxelles, Washington, la pression politique monte. Les industriels du textile s'alarment, privés de coton ouest-africain, leurs coûts flambent, les chaînes d'approvisionnement se grippent, la concurrence asiatique guette l'opportunité. Pour la première fois, la dépendance aux matières premières africaines devient un sujet stratégique dans les plus hautes sphères. Des réunions de crise s'enchaînent dans les sièges des grandes enseignes de mode, où les directeurs achats explorent à la hâte des alternatives en Asie centrale ou en Amérique du Sud, mais sans garantie de qualité ou de volume. Ce nouvel équilibre expose l'Occident à un risque inédit, voir l'Afrique se tourner vers d'autres partenaires. La Chine, déjà très présente, multiplie les signaux d'ouverture. D'autres puissances émergentes entrent en lice. L'Inde, par exemple, propose des investissements dans des usines de filature au Burkina Faso en échange de contrats d'exportation préférentiels. Un réalignement géopolitique se profile, où l'Afrique n'est plus spectatrice, mais force motrice des échanges mondiaux. L'enjeu est immense. C'est le pouvoir de négociation sur les marchés, la capacité d'un continent à profiter de ses propres richesses et la place qu'il veut prendre dans la mondialisation. Cette crise du coton pourrait bien être le point de bascule où l'Afrique refuse de vendre à perte et impose enfin ses conditions. De nombreux experts comparent déjà cette situation à la révolution des smartphones, lorsque la Chine, autrefois simple atelier du monde, est devenue conceptrice et leader mondial. La question est désormais simple. Comment transformer cette secousse en levier durable? Quelle stratégie locale et internationale adopter pour que l'Afrique garde la main et négocie, non plus en position de faiblesse mais en force? Mais pour que ce basculement tienne, il faudra plus qu'un simple sursaut de fierté. Quels obstacles attendent de l'Afrique sur ce nouveau chemin, et qui vraiment a intérêt à ce que tout change? Changer la donne ne se proclame pas. Transformer le sursaut en renaissance durable exige des actes concrets. Pour s'inspirer, pensons à la Corée du Sud, qui a su investir dans l'éducation, l'innovation et la coopération régionale pour passer de pays pauvres à puissance industrielle en une génération. Ce qui se joue ici dépasse le simple bras de fer commercial. L'affaire du coton burkinabé entrouvre une brèche pour toute l'Afrique. Pour que cette opportunité ne s'évapore pas, chaque acteur doit assumer sa part. Prenons l'exemple du Ghana, qui a réussi à transformer sa filière cacao en développant des chocolateries locales, captant ainsi plus de valeur ajoutée et créant des milliers d'emplois. Côté producteur africain, le mouvement est déjà lancé. Des coopératives s'organisent, réunissant petits exploitants et jeunes entrepreneurs agricoles. Ensemble, ils investissent dans la transformation locale, créent des filières textiles et s'attaquent à de nouveaux marchés, bien au-delà de l'Europe ou des États-Unis. Diversifier devient un levier. Viser l'Asie, le Moyen-Orient ou renforcer la demande régionale, c'est réduire la dépendance et gagner du poids dans les négociations. Une stratégie similaire a permis au Vietnam de s'affranchir du monopole américain sur le café et de devenir le deuxième exportateur mondial. Mais il faut voir plus loin. La montée en gamme s'impose comme un nouveau credo. Au Burkina Faso, des petites entreprises misent sur le coton biologique, les produits éthiques et des marques qui racontent une histoire africaine.
Ce sont ces innovations qui, demain, feront de l'Afrique non plus un simple fournisseur, mais un créateur de tendances dans la mode mondiale. Déjà, des créateurs comme Pateo ou Iman Aissi habillant les podiums de Paris et de Milan, prouvant que l'Afrique peut inspirer le monde. Pour transformer l'essai, il faut dépasser le cadre national. Renforcer la coopération régionale devient crucial. Unir les filières du Sahel, harmoniser les normes, mutualiser la logistique. Ensemble, les pays africains peuvent résister aux pressions extérieures et peser davantage dans les négociations. Quand le Burkina Faso agit seul, il secoue le marché. Quand la région parle d'une seule voix, elle peut réécrire les règles. On se souvient que l'Union européenne, née de la CECA autour du charbon et de l'acier, a construit sa force grâce à l'intégration économique. Cet instant charnière doit aussi servir de tremplin pour investir massivement dans la transformation industrielle. Usines de filature, centres de formation, laboratoires de design textile, chaque franc investi aujourd'hui prépare la souveraineté économique de demain. Former une nouvelle génération de techniciens, d'ingénieurs et de créateurs, c'est arracher l'Afrique au piège de la matière première sous-payée. L'exemple du Rwanda, qui a formé des milliers de jeunes dans le secteur du numérique, démontre qu'un pays africain peut devenir un hub régional en quelques années. Face à ce mouvement, les citoyens africains ont aussi un rôle décisif. Consommer local, soutenir les produits des faits au pays, valoriser la créativité de leurs artisans. Ces gestes quotidiens enracinent la fierté et garantissent que la richesse ne s'évapore plus à l'export. C'est ainsi que naît une fierté collective et que se reconquiert l'autonomie économique. En Amérique latine, des campagnes « Consommer mexicain » dans les années 80 ont permis de sauver des milliers d'emplois et de relancer des industries locales. Côté occidental, il est temps de reconnaître la nouvelle donne. Les stratégies fondées sur la fragilité africaine atteignent leurs limites. L'avenir passe par des partenariats d'égal à égal, par de véritables alliances et non plus de vieux rapports de domination. L'Afrique n'est plus un terrain de chasse, mais un acteur incontournable. On se souvient que le Japon et l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, ont été respectés pour leur capacité à reconstruire et à innover, non pour leur docilité. Ignorer cette dynamique serait une faute lourde. Le risque ? Retomber dans les vieux schémas d'exploitation, voir la fenêtre d'opportunité se refermer et sacrifier une génération d'innovation et d'emploi. Mais agir, c'est ouvrir la porte à un nouveau cycle de prospérité et d'indépendance pour l'Afrique comme pour ses partenaires. C'est ce qu'ont réussi les pays scandinaves en pariant sur l'innovation et le respect mutuel dans leurs échanges internationaux. Alors comment chacun peut-il écrire la suite de cette histoire ? Le défi est posé, mais aucune victoire n'est jamais acquise d'avance. Pour comprendre ce qui vient, il faut regarder comment chaque camp s'organise et qui sera prêt à saisir l'instant. Les acteurs africains peuvent s'inspirer de la stratégie des tigres asiatiques qui ont bâti leur puissance sur l'union, la formation et la montée en gamme technologique. Les partenaires occidentaux, eux, doivent apprendre à respecter cette nouvelle force et à investir dans des relations mutuellement bénéfiques. Ce qui se passe sous nos yeux n'est pas une anecdote, c'est peut-être l'aube d'une époque nouvelle. Regardez bien. Il ne s'agit pas d'un conflit commercial ordinaire, ni d'un simple accroc dans la longue histoire des échanges mondiaux. La décision prise par le Burkina Faso ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans un mouvement profond, une prise de conscience partagée qui parcourt le continent africain. Comme autrefois la Chine a osé reformer son modèle agricole à la fin des années 70, l'Afrique trace aujourd'hui sa propre voie. Depuis des décennies, l'Afrique a été réduite au rôle de pourvoyeuse de matières premières, payée au rabais, rarement traitée à sa juste valeur. Aujourd'hui, un autre message résonne. Voici un continent qui refuse les règles imposées, qui exige respect, reconnaissance et rémunération équitable pour son travail. Ce message est porté par une jeunesse connectée, entreprenante, qui ne veut plus émigrer mais bâtir chez elle. La réponse du Burkina Faso aux tarifs occidentaux sur le coton n'est pas un simple réflexe de défense. C'est l'affirmation d'une indépendance, la revendication d'une souveraineté économique. Depuis Ouagadougou, ce geste a secoué jusqu'au salon feutré des multinationales et au bureau des gouvernements du Nord. Nombre d'analystes voient dans cette crise un tournant similaire à celui qu'a connu le Brésil lorsqu'il a récupéré le contrôle de son secteur aéronautique. Pour les grandes entreprises occidentales, la réalité s'impose. Elles ne peuvent plus compter sur la docilité des fournisseurs africains. Dorénavant, chaque décision prise à Bruxelles ou à Washington doit composer avec la détermination et la vigilance de l'Afrique. La chaîne d'approvisionnement mondiale découvre un levier qu'elle croyait inexistant.
Ce rééquilibrage rappelle celui du marché du cacao, où la Côte d'Ivoire et le Ghana pèsent désormais sur le prix mondial. Au Burkina Faso, ce moment est vécu comme une revanche, mais aussi comme une promesse. Des millions de cultivateurs n'attendent plus passivement. Pour la première fois, leur labeur bénéficie du soutien de décisions politiques courageuses. Dans les champs, l'espoir refleurit. Transformer la richesse nationale en prospérité partagée devient possible. Des villages entiers modernisent leurs équipements, des coopératives achètent dans des camions pour exporter directement leurs produits et des bourses locales voient le jour. Ce basculement s'observe aussi sur les marchés. La réputation de l'Afrique évolue. Elle n'est plus seulement une réserve de ressources, mais un acteur stratégique capable de défendre ses intérêts et d'imposer ses conditions. À l'échelle mondiale, cette dynamique bouscule les rapports de force et force l'Occident à revoir ses certitudes. Les agences de notation commencent à réévaluer le risque africain à la hausse, anticipant une croissance plus forte. Mais attention, ignorer cette dynamique, c'est risquer de manquer un tournant historique. Pour les décideurs, les industriels, les observateurs et les citoyens, l'enjeu est clair. Comprendre que l'Afrique ne demande plus sa place. Elle la prend. Et elle la prend avec créativité, avec audace et avec une vision à long terme. Ce n'est sans doute qu'un commencement. Ce qui s'amorce avec le coton pourrait bientôt gagner d'autres secteurs, d'autres pays, d'autres voies africaines. L'exemple du lithium au Zimbabwe, du cacao en Côte d'Ivoire ou du coltan en République démocratique du Congo montre que la même dynamique peut s'étendre. Devant cette montée en puissance, une question s'impose. Sommes-nous prêts à regarder le monde autrement ? La réponse appartient à chacun d'entre nous. Gouvernement, entreprises, citoyens, il est temps de choisir entre le statu quo et l'audace d'un partenariat réinventé. Ce choix déterminera si le choc du coton restera un simple épisode ou le premier chapitre d'un nouvel ordre mondial. Abonnez-vous à Faso Future TV pour ne rien manquer de cette transformation historique et découvrir chaque semaine les analyses, les témoignages et les stratégies d'un continent en pleine renaissance. Ce n'est que le début. L'Afrique écrit son histoire et le monde entier doit désormais la lire.